À la une ce soir, un cycliste fauché sur la RN5 ce matin alors qu'il circulait avec deux autres coureurs. L'homme âgé de 46 ans n'a pas survécu au choc. Ce nouveau drame de la route relance la problématique de la sécurité des sportifs à vélo sur les voies nationales. Les matoutous de retour dans de nombreuses assiettes en ce lundi de Pentecôte. Certains Martiniquais entendent encore maintenir la tradition de cette journée. Nous avons rencontré quelques familles en pleine dégustation de crabes à la plage. Des écoliers venus de Louisiane à la découverte du gommier dans le cadre d'un échange culturel avec l'école de Sarro du Lamentin, ils ont pu apprécier les spécificités de notre voile traditionnel. Enfin, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous fera découvrir le travail de Véronique Priant. L'artiste diamantinois a réalisé une fresque en hommage à l'esclavage, une perception de notre histoire à découvrir en fin d'édition. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec ce drame qui relance une nouvelle fois la question de la sécurité des cyclistes sur nos routes. Un homme à vélo a été fauché ce matin par un pick-up sur la RN5 alors qu'il circulait dans le sens Lamentin-du-Cos. Malgré l'intervention des secours, le quadragénaire qui ne serait licencié dans aucun club est décédé sur place. Le chauffard qui avait d'abord pris la fuite est revenu sur les lieux de l'accident et été interpellé. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet François. Voilà ce qu'il reste du vélo de la victime. Ici, le pick-up de l'auteur présumé de l'accident. L'impact sur la carrosserie témoigne de la violence du choc. La collision s'est produite aux alentours de 7 heures. Un groupe de 3 cyclistes amateurs s'entraîne sur ce tronçon de la RN5 lorsqu'un véhicule les dépasse et percute mortellement l'un d'entre eux. Les faits se sont produits aux abords de cette station-service. Jean-Luc, l'un des employés, a tout vu. J'ai entendu un grand bruit. Le temps de regarder, j'ai juste vu un vélo dans les airs avec comment s'appelle, le cycliste là. Et après, il est retombé très lourdement sur la chaussée. Et puis après, je sais pas, les secours sont arrivés. Malgré l'intervention rapide des secours, le cycliste de 46 ans succombe à ses blessures sur place. Le chauffard, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aurait dans un premier temps pris la fuite avant de revenir sur les lieux de l'accident. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Ce nouveau drame relance la question de la sécurité des cyclistes qui empruntent les voies rapides. Certains sportifs préfèrent utiliser illégalement les voies du TCSP plutôt que de devoir pédaler à côté des voitures. Déjà sur une piste avec que des cyclistes, ça demande beaucoup d'attention. Là, il faut faire attention aux motos, aux voitures, aux autres cyclistes. Non, moi, c'est trop dangereux. Vous n'avez qu'à regarder, vous restez là 5 minutes, vous voyez à la vitesse à laquelle il passe. En tant que cycliste occasionnel, je ne me vois pas du tout aller sur la route avec ça, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes vitesses. Et manque d'attention, pour peu qu'il y en ait un qui soit au téléphone, qui ne regarde pas, bam. D'autres n'ont pas le choix. Les cyclistes professionnels, eux, s'entraînent en conditions réelles. À chaque sortie, certains craignent pour leur vie. On part de chez nous, on dit au revoir à notre famille, on ne sait pas si on va revenir, hein, donc c'est ce qui est un peu difficile, mais on essaye de ne pas y penser. C'est toujours dommage de perdre quelqu'un alors qu'il fait son sport, voilà quoi, ça touche. Les gens ne peuvent pas patienter entre 2 et 5 minutes, alors que quand il y a des embouteillages, ils sont bien obligés, hein, il peut y avoir un tracteur devant eux, ils sont bien obligés d'attendre. Donc je pense qu'il faudrait que chaque personne y mette du sien et qu'on puisse quand même partager la route. Une fois de plus, les clubs et associations cyclistes pointent du doigt le manque d'infrastructures dédiées au vélo. Inaugurée en grande pompe en novembre dernier après 3 ans de travaux, la piste cyclable de Pays-Noyer n'est toujours pas accessible. Mais les acteurs du vélo comptent sur la nouvelle ministre pour avancer la réflexion. Il y a un mouvement extrêmement fort qui vise à mobiliser auprès de Laura Flessel, la ministre des Sports, une réunion pour qu'on ait la possibilité de réfléchir à l'évolution, à la pratique, la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Et c'est une réflexion qui est toute récente. On a perdu également Michele Scarponi, qui est un coureur cycliste au niveau international. Donc voilà, on a aujourd'hui, on mange notre pain noir, donc c'est le moment donc, de mobiliser les autorités, et notamment au niveau de la ministre qui, elle, est mobilisée par un mouvement au niveau national. En attendant, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident de ce matin. Le chauffard a été soumis à un test d'alcoolémie. Ce nouveau drame porte à 17 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année.
Politique maintenant avec la campagne législative qui bat son plein. À quelques jours du premier tour, Yann Monplaisir, candidat dans la circonscription du Nord, a convié ses partisans à un michoui ce midi sur le domaine de la forêt La Philippe à Sainte-Marie. Une opération séduction lancée à l'attention des habitants de la commune du député sortant Bruno Nestor Azero. Environ 100 personnes ont répondu à l'appel de la politique et du ventre. Voyez les réactions recueillies par Jean-Marc Dabru. Je pense que tout est joué déjà. Et moi, je joue gagnant. Je joue gagnant, je connais Yann Monplaisir, le candidat. Je suis venu écouter l'intention d'un homme qui doit me représenter. C'est tout. Je suis venu pour écouter, pour voir ce qui se passe dans la politique. Ah, je n'ai pas encore choisi. Je suis là pour écouter, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis après, je prends ma décision. Une dégustation de michoui à Sainte-Marie. Pourtant, ce lundi de Pentecôte, la tradition est plutôt au matoutou. En famille ou entre amis, les crabes se dégustent généralement à la plage. Vous êtes d'ailleurs encore nombreux à vouloir respecter ce deuxième rendez-vous de l'année après Pâques. C'est ce qu'a constaté ce matin Guy Raphaël René à Lens-Figuier à Rivière-Pilote. Comme chaque année, cette famille marinoise se réunit autour du matoutou du lundi de Pentecôte. Une tradition dont mamie Vévé, 84 ans, est la garante depuis de nombreuses années. Ils savent que le matoutou de mamie est assez bon. Alors, ils me sollicitent. C'est un plaisir pour toute la famille de déguster ce fameux matoutou. Le matoutou de mamie, c'est pas n'importe lequel. Exactement. Entourée de ses enfants, petits-enfants et des autres membres de la famille, mamie Vévé s'est appliquée à transmettre les valeurs essentielles à sa descendance. Et le partage du matoutou de la Pentecôte en fait partie. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Nos parents nous emmenaient toujours près de la plage le lundi de Pâques ou de Pentecôte pour manger nos crabes. Ce qui nous incite à nous retrouver, c'est surtout le matoutou, puisque c'est elle qui a l'excellence chaque année de faire pour nous ce matoutou, parce que jusqu'à maintenant, aucun de nous n'a encore le droité de notre mère pour le matoutou. Mais nombreux sont ceux qui ne sont pas aussi à cheval sur la tradition, à l'instar de cette famille d'Ajoupa-Bouillon qui a opté pour le barbecue aujourd'hui. Comme nous sommes sur place, on fait la grillade, on mange chaud. C'est plus facile la grillade que le matoutou, il faut de la préparation et tout. Donc c'est un peu normal. Mais là, on a choisi la facilité et puis c'est bien quoi. Un peu plus loin, une autre famille s'apprête à déguster le matoutou que Guy a préparé. C'est madame pas qu'à faire, mais c'est nous les hommes qui avons préparé Bayo. Au-delà de la tradition culinaire, c'est aussi un plaisir de se réunir au bord de la mer. Tout le monde là, bon, c'est un moment où on va profiter de comment on va faire et puis ces élèves-là, on va apprendre à jouer domino, nous allons manger ensemble. Et le moment venu, petits et grands se lèchent les doigts. C'est un régal, fait avec amour, c'est délicieux. C'est très bon. Mais c'est un goût de quoi? Il y a du piment? Un petit peu. Ah, excellent. Nous avons fait local, la nous, et puis l'excellent. À domicile, à la campagne ou à la plage, la tradition du lundi de Pentecôte se perpétue tant bien que mal grâce à ces amateurs de crabes. Et si ce lundi est considéré comme un simple jour férié pour certains, pour les chrétiens, il s'agit d'une journée symbolique. Célébrée 50 jours après Pâques, le lundi de Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la renaissance de l'Église chrétienne peu de temps après la mort de Jésus-Christ. Le père Cataillé, qui officie à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, vous en dit plus. Il s'est exprimé face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres qui étaient réunis et qui étaient enfermés dans une maison par peur, par crainte, ils avaient peur. Et cette force qui vient de Dieu, qui est Dieu même, leur a permis justement de proclamer les louanges et de ne plus avoir peur et de sortir proclamer. La Pentecôte se poursuit chaque jour et le pape François aimait rappeler que pour, par exemple, nos jeunes qui font la confirmation, il dit mais c'est le jour de votre Pentecôte parce qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint à l'occasion de ce sacrement. Notre année liturgique, je ne dis pas qu'elle est terminée, mais les grands temps forts liés à Pâques s'achèvent, mais il y a les fêtes comme par exemple ce dimanche
la fête de la Trinité, le dimanche d'après, la fête du Saint-Sacrement, ensuite le Sacré-Cœur. Et cette journée a été l'occasion pour les écoliers venus de Louisiane de découvrir la pratique du gommier. Ils sont en visite chez nous depuis une semaine. Invités par l'école primaire de Sarreau-Lamentin, ils se sont essayés à notre voile traditionnel. Jean-Marc Dabreux a capté ces moments de découverte. Regardez. C'est une première pour ces écoliers louisianais. Une balade en voile traditionnelle martiniquaise sur le plan d'eau de Californie. Mais avant de glisser sur la mer, c'est quelques informations rudimentaires sur le gommier et sur l'aïeul. Ils ont appris la technique du bois dressé, puisque c'est une technique qui est particulière à ces deux bateaux. Et maintenant, ils vont aller naviguer pour s'essayer sur la mer. Cheveux au vent, à la seule force des alizés, Américains et Martiniquais ressentent les mêmes sensations que les Amérindiens, ces premiers peuples des Amériques, arrivés sur nos continents en gommier. Oh, c'est fantastique, je suis un peu nerveuse, mais j'aime beaucoup. Je pense que les enfants l'adorent. De retour sur la terre ferme, chacun laisse parler ses émotions. J'étais un peu peur. J'étais juste assis dans le bateau et j'ai regardé l'océan. C'était bon. Oh, je trouve que c'est fun et que c'est fun. La voile, notre expérience à Saint-Pierre, nous sommes allés visiter Montpellier et les alentours. Le conque qu'est-ce que c'est le conque de la Fontaine? Non, qu'est-ce que c'est le conque de Lambie, oui. Quand nos élèves ont appris comment jouer, c'était vraiment magnifique. Ils veulent tous ramener un conque pour jouer en Louisiane, pour avoir notre propre cœur de conque de Lambie. C'était la dernière activité dans le cadre d'un échange culturel entamé il y a 2 ans avec l'école de Sarreau du Lamentin. Objectif des enseignants, partage culturel et linguistique. On a un héritage commun et c'est vrai qu'après il y a les langues, puisque le français est parlé en Louisiane. Et au départ, l'échange linguistique qu'on faisait concernant l'anglais et le français, la Louisiane a permis que cet échange s'étende aussi au créole. Et à mon avis, c'était l'endroit le mieux choisi pour pouvoir avoir un partage à la fois des cultures et des langues. Nos élèves ont vécu, n'est-ce pas, en direct, une grande partie de leur héritage, c'est-à-dire la langue française et puis le créole, parce que notre État est un État francophone entre autres et créolophone. Donc nos élèves vont rentrer enrichis, n'est-ce pas, par ces 2 aspects-là. Les écoliers de Louisiane quitteront la Martinique demain avec un souvenir mémorable de cette matinée entre gommier et danse traditionnelle de Martinique. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe où un concours des talents gourmands a été organisé. Plusieurs professionnels des métiers de la bouche se sont affrontés pour promouvoir leur savoir-faire. Et puis, nous reviendrons sur les manifestations sportives qui ont ponctué le week-end. Il a été marqué entre autres par la victoire du Golden Lion au trophée Mutuelle Margaillard. Place à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane, avec peut-être une issue au conflit du centre hospitalier de Cayenne qui dure depuis 70 jours. C'est en tout cas l'objectif que se sont donnés Dominique Noiret de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et Pierre Lesteven qui a exercé le rôle d'administrateur provisoire de l'hôpital guyanais en 2016. Le premier est déjà arrivé sur place pour tenter de faire avancer les négociations et devrait être rejoint dès demain par Pierre Lesteven. Voyez les précisions du secrétaire général de l'UTG Santé qui s'exprime face à la caméra de Charlotte Fleur. Nous attendons cette mission avec impatience pour commencer les négociations sur la plateforme revendicative de 15 pages. Maintenant, nous savons que c'est une mission qui vient pour négocier, elle ne vient plus faire l'expertise. Du fait, on a eu l'annonce de M. Lesteven, celui qui a fait le rapport de l'IGAS, qui sera présent dans cette négociation. On pourra dire que comme c'est lui qui a fait le rapport, il est déjà au courant de toutes les problématiques du char. On espère que la négociation avancera très vite. Une fois qu'ils seront là, le but c'est qu'on arrive vers la fin du conflit, que toutes les revendications soient prises en compte et que
nous ayons une prise en charge meilleure pour les patients, pour la population guyanaise. Parce que ça fait 71 jours que nous sommes là, nous sommes toujours motivés, déterminés et nous attendons cette mission, que les négociations sérieuses commencent dès demain. Nous sommes déterminés à leur apporter un soutien fort. Donc nous pensons que la première sommation a été entendue et donc négocier avec les grévistes. Nous aujourd'hui, ce qu'on sait dans notre champ d'action, c'est qu'il faut que ça soit réglé, tout simplement. Nous, on n'a pas à discuter, à parlementer avec qui que ce soit. Nous sommes déterminés. Aujourd'hui, 61 jours fait que notre détermination se renforce. Alors, sans menacer qui que ce soit, nous disons qu'il faut négocier avec les grévistes. Du champ CHMP à l'assiette, c'est le nom du concours Talent Gourmand lancé ce week-end en Guadeloupe. 3 catégories ont pu s'affronter, les agriculteurs, les artisans des métiers de la bouche et les restaurateurs. Karen Diama a suivi la finale pour vous. Regardez. Répartis en 3 catégories, les finalistes régionaux, 3 agriculteurs, 3 artisans et 3 restaurateurs, ont pu présenter leur savoir-faire autour d'un thème commun. Les agriculteurs, nous avons été filmés une captation vidéo sur leur exploitation, puisqu'ils ont du mal à venir avec leurs veaux, vaches, cochons, lopins de terre. Donc on regarde ce film et ensuite ils nous font déguster des produits et puis on leur pose des questions. Voilà comment déterminer les agriculteurs. Ensuite les cuisiniers, eux pour le coup, cuisinent vraiment pendant 2 heures. Bien sûr le thème c'est une ode au terroir, donc toujours valoriser les beaux produits d'ici. Et puis les artisans c'est très compliqué pour eux de préparer en 2 heures. Donc généralement, on les autorise à venir avec leur chocolat, leurs produits déjà transformés, et on déguste et on leur pose des questions. Pour juger la qualité de leurs prestations et surtout leur motivation, un jury composé de chefs de renom comme Jacques Genin, chocolatier, ou encore Éric Guérin, cuisinier étoilé, a pu apprécier chaque proposition gustative. Les restaurateurs sont notés déjà sur l'esprit de leur cuisine, l'esprit de leur entreprise et ce qu'ils proposent, hein, puisque de toute façon on est dans la valorisation du patrimoine à travers l'art culinaire. Derrière, il faut vraiment mettre en valeur et sublimer les produits du terroir. Voilà. Et pour les autres, c'est-à-dire les artisans et les agriculteurs, sur quels critères ils sont jugés? C'est toujours sur le même critère du terroir parce qu'on est là pour la Guadeloupe, on n'est pas là pour valoriser autre chose, on est là pour valoriser un savoir-faire et une terre fertile guadeloupéenne. À l'issue de cette matinée culinaire, Arnaud Bloquel et Miguel Jean-Noël ont remporté la première place ex aequo dans la catégorie restaurateur. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter la Guadeloupe. On a des produits excellents en Guadeloupe, donc pourquoi pas les mettre aussi en avant côté national. Ça sera une grande fierté pour moi, de toute façon, parce que bon, j'ai toujours été quand même partisan de la cuisine créole. Et je pense qu'elle a une belle place au niveau mondial, déjà national. Dans la catégorie artisan, c'est Noémie Martineau qui a su séduire le jury avec sa transformation du cacao. C'est toujours un plaisir de représenter le cacao guadeloupéen à l'échelle nationale, voire internationale. C'est une fierté d'abord. Et puis ça permet de voir effectivement qu'on a des fruits, des plantes, des épices qui ne sont pas forcément connues, notamment en ce qui concerne le cacao, puisqu'en fait il y a très peu de personnes qui le transforment. Et donc c'est le premier chocolat purement français. À cette fierté commune vient s'ajouter la somme de 3 000 € ainsi que la publication de leur établissement respectif dans le célèbre magazine culinaire Bottin Gourmand. Et on m'a signalé tout à l'heure que je me suis trompée. Champ, c'est bien C-H-A-M-P pour ceux qui révisent le bac. Voilà, donc c'est bien C-H-A-M-P. J'avais oublié le A tout à l'heure. Coup de projecteur maintenant sur le basketteur guyanais Jean-Marc Pansat. À 19 ans, il a terminé sa 3e saison avec le club de Nanterre et vient de se voir proposer un stage de présélection pour jouer en équipe de France dès juillet prochain. Voyez ce portrait signé de Stéphane Alessandro. Jean-Marc Pansat, 19 ans, 2,08 m, né à Kourou, occupe le poste de pivot depuis 3 ans dans l'équipe espoir de basket de Nanterre en France. La saison vient de se terminer, il a pu jouer 10 matchs avec l'équipe pro et il est ici sur le parquet de Nanterre à l'entraînement avec son équipe.
Son avenir s'annonce prometteur et pourtant le basket n'était pas son premier choix lorsqu'il a commencé à s'intéresser au sport. Le basket, j'ai commencé tard. C'était mon ancien coach qui est venu vers moi. Je faisais du foot, il m'a dit « T'es super grand, faut que tu viennes essayer le basket ». Tout de suite, quand je suis rentré dedans, ça m'a beaucoup plu. Du coup, après, j'ai pas lâché et puis j'ai continué à travailler dur. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans un bon centre de formation avec le staff qui me forme très bien. Je suis très bien à Nanterre. Enfin, voilà. C'est en Guyane que Jean-Marc s'est fait remarquer. D'abord à l'ASC Roucou, puis après lors d'un stage au camp Séraphin, où très rapidement il est repéré pour aller jouer en métropole à Cholet. Puis il passe à Nanterre où là il fait un sans faute pendant 3 saisons avec ce club. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car l'équipe de France s'intéresse à lui. On m'a annoncé il y a quelques semaines que j'étais présélectionné en équipe de France U20. J'ai été surpris, mais à la fois très content. C'était pas encore un objectif tout de suite, mais je suis prêt à y aller et puis tout donner pour montrer de quoi je suis capable. Au-delà de l'équipe de France, Jean-Marc ne s'interdit aucun rêve et se fixe d'autres territoires à conquérir. Mon objectif plus tard, ce serait de jouer en Euroleague. C'est un championnat que j'apprécie beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup, que je suis souvent cette année. Et c'est un objectif vraiment, c'est un grand objectif que j'aimerais atteindre plus tard. La saison est terminée, mais pas de vacances prévues cet été en Guyane pour Jean-Marc. Je pense plutôt que ce sera ma famille qui se déplacera pour venir me voir. Mais j'aimerais y retourner, mais là, il y a l'équipe de France qui m'appelle, donc je ne pense pas y rentrer cet été. Sport toujours avec la 7e édition de l'Open de Saint-François qui s'est achevée ce week-end en Guadeloupe. Des joueurs européens de haut niveau se sont affrontés à une dizaine de golfeurs guadeloupéens. Une compétition réservée aux professionnels mais qui a quand même permis au grand public d'approcher de plus près ce sport réputé comme mondain. Voyez ce reportage de Linda Garci. Pas facile sur ce green de différencier amateurs et professionnels. Pour la compétition Pro-Am de la 7e édition de l'Open de Saint-François, l'esprit d'équipe est le maître mot. Jusqu'ici, on a fait quoi? On a fait 4 trous, super, il fait beau, joue avec des super partenaires. Kenya, la jeune fille qui joue très bien. Jean-Claude qui est d'ici, donc qui peut bien m'aiguiller sur les choix. Et Joël que je connais de nom, bien sûr, comme tout le monde. Donc toujours super sympa de partager des parties comme ça. On a commencé un peu à papoter, super intéressant pour moi. Pour le parrain de l'Open, légende vivante du handball, cette compétition est vecteur de valeurs sportives et humaines. Le meilleur gagne et que moi m'améliorer déjà sur le parcours. Mais je crois que quand on fait un parcours de 18 trous avec mes camarades, aujourd'hui, je pense que je vais les connaître un peu mieux et ça nous fait un bon parcours humain déjà. Il y a des adversaires beaucoup plus compliqués, le vent, les oiseaux qui passent de temps en temps et puis les maisons au beau milieu du truc là, qu'est-ce que ça fait au milieu et tous ces paramètres là sont compliqués. Et puis l'eau, je me dis mais ma balle, je ne veux jamais la mettre dans l'eau, donc c'est du stress supplémentaire mais sans adversaire direct. Donc ça me change un peu de mon parcours professionnel sur les terrains de hand. Pour d'autres, comme Kenya, jeune golfeuse prometteuse, c'est l'occasion d'obtenir de précieux conseils pour améliorer son jeu. Oui, exact. On regarde le swing, c'est un très beau swing, très technique. Puis on essaye de voir les différents types de coups qu'ils font parce que c'est des coups qu'on ne fait pas tout le temps, qu'on n'ose pas faire. Comme ils osent le faire, il faut prendre exemple en fait. J'espère qu'on sera sur le podium et après par la suite, que ça me serve pour mon jeu, pour la suite, pour l'expérience. Cette année, près d'une centaine de joueurs de golf amateurs ont joué aux côtés de professionnels. Retour maintenant comme chaque lundi sur les manifestations qui ont ponctué le week-end. Entre autres, en football, il a été marqué par les victoires du Golden Lion au Trophée Mutuel Margaillard et du RC Saint-Joseph au Femilaf. Retour sur l'actu sport du week-end avec José Le Chertier, Louis Sabas et bien sûr, Caril Chassol. En football féminin, le RC Saint-Joseph remporte le Femilaf pour la 2e année consécutive. En Guadeloupe, les Joséphines ont battu l'AS Anonyme 2-1. Et au masculin également, le Golden Lion a disposé de l'USBM sur le score de 4-1 en finale du trophée Mutuel Margaillard. En rugby,
l'US Robert a réalisé le doublé Coupe-Championnat. Après la Coupe il y a une semaine, les Robertiens ont raflé le championnat en battant le Rugby Club Diamant Martinique 34-9. En cyclisme, le champion de Martinique sur route, c'est Michael Laurent. Samedi après-midi, il s'est imposé en solitaire au terme de 30 km autour de Ducos. Ismaël Dinara, également de l'UCS, et Cédric Eustache du CCV complètent le podium. Eddy Michel Cademart est sacré champion espoir. En moto, la course de Côte de Sainte-Marie est revenue hier après-midi à Livan-Luchel devant Jean-Marc Dondin et Philippe Duféal. Yolwond pour conclure, la 7e journée du championnat est revenue à Zapeti, Gerblé, La Palouza. L'embarcation franciscaine a remporté les 2 courses au programme au Robert. UFR Chamflore reste leader du championnat à l'issue de ce Grand Prix qui fêtait les 40 ans du FR. ATV toujours plus proche de vous, c'est le moment pour nous de mettre en lumière de belles initiatives. Place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Diamant à la découverte d'une fresque murale qui vaut peut-être le détour. Il s'agit d'une œuvre réalisée par l'artiste Véronique Priant qui a voulu mettre en couleur sa perception sur l'histoire de l'esclavage. Hubert Bornil et Michelet François l'ont rencontré. Regardez. En bas bras en Sinel là, nous attendons son caoulé, nous avons trouvé qu'on nous la caille Véronique Priant. Tout le monde connaît lui en communauté là, c'est un artiste qui est en âme et puis en tchèque qui gros comme ça. Ça fait 22 méas qui a parlé nous dit ça. Dans mon petit rêve de peintre, c'est une statue qui devait faire plus de 100 mètres d'euros. Avec ça allumé comme la statue à New York, la statue de la liberté, et que ces chaînes la servent d'escalier, qu'à l'intérieur un ascenseur, que les gens puissent monter. Loin des yeux et des oreilles, en son en bas bois et un artiste qui jour après jour apporte des touches nouvelles à son œuvre, une fresque murale parlant de l'abolition de l'esclavage. Ça n'a pas été élucidé cette histoire, l'esclavage. Ils ont indemnisé ceux qui nous ont foutus en esclavagisme. Hein. Et nous, on n'a rien eu. Ah, c'est là la révolte. C'est là qu'aujourd'hui on devait se battre pour ça. C'est pourquoi j'ai mis ce symbole. En un coup d'œil, le mur raconte l'histoire. C'est un monument, c'est du ciment, comme Valère fait en argile, puis après c'était au fait. Moi j'aimerais bien qu'on le fasse en statue. En statue, si tu veux, là, vraiment mon rêve. C'est une fresque, mais mon rêve c'est en statue. En statue, au Brésil, il y a. Partout tu passes le monde, pourquoi pas mettre un grand comme ça? Les bateaux passent et puis on voit ça allumé partout. Véronique Priant a voulu en effet que son œuvre puisse parler de la fin de la traite négrière, du décret comme de la révolte. L'esclave romain est le personnage central. J'ai mis exprès. Fin, chaîne en pété. Ouais, liberté, égalité. C'est un attentat, ça. On repart sur la pointe des pieds, Véronique Priant toujours sous l'inspiration dans son grand rêve. Bientôt on va le retrouver à la maison du Bagnard. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que les problèmes de distribution d'eau potable de le Nord-Atlantique sont résolus. Le transformateur de la SMDS qui entraînait des problèmes techniques dans l'alimentation en eau des communes de Basse-Pointe, Macouba, Lorrain, Marigot et Sainte-Marie a été réparé. Information pratique maintenant pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de la CGSS au quartier Place d'Armes au Lamentin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec un Pays. À tout de suite.